Quoi qu'il en soit, à cette époque, absolument toutes les grandes orientations sociales avaient pour ressort le catholicisme latin. Le compagnonnage ne faisait naturellement pas exception, et l'histoire des premières sociétés compagnoniques était très liée à celle de l'Église, au point qu'elle se prévalait du saint devoir de Dieu. Leur rite, très christique, s'appuyait sur la cérémonie du baptême et reprenait le thème de l'Eucharistie et de la Passion du Christ. Pour autant, ces compagnonnages de métier, caractérisés par leur attachement aux faits religieux, étaient très hermétiques les uns envers les autres. Au début du XVIe siècle, le protestantisme s'installe durablement dans le royaume de France. Martin Luther est le chef de file de ce nouveau courant qui défie l'Église pontificale et qui surtout marque la fin de l'influence de l'Église romaine sur la culture moyenâgeuse. C'est une des nombreuses conséquences du grand schisme d'Occident. Il divise profondément la société et engendre une longue guerre civile sur fond de spiritualité. Pour y mettre fin, le roi Henri IV tolère ce nouveau courant religieux en ratifiant en 1598 l'édit de Nantes. Cette scission affectera tout à fait logiquement le compagnonnage, au sein duquel des compagnons souhaiteront clairement mener leurs affaires en toute autonomie, en dehors du fait religieux. C'est dans ce contexte que vont apparaître les premières tensions à l'intérieur de cette apparente cohésion compagnonique. Une anecdote marque historiquement cette division au sein du compagnonnage lors de la construction de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Rappelons-nous, c'est le chantier sur lequel ont potentiellement travaillé Soubise de Nogent et Jacques Boller. Des compagnons des deux rives se retrouvent alors sur ce chantier qui devient rapidement le théâtre de fortes oppositions. Et le 24 mars 1568, la flèche du transept de la cathédrale Sainte-Croix, tout juste achevée, fut alors abattue par les réformés. Il faut comprendre les protestants. Dans sa chute, la flèche endommage une grande partie de l'édifice, et ce fait historique dans le compagnonnage lancera définitivement le bal des hostilités. Nous parlerons dorénavant de la scission des devoirs. Toujours est-il que le XVIe siècle clôture définitivement l'épopée de la construction des cathédrales. Cette époque aura permis au compagnonnage d'acquérir ses lettres de noblesse. Chaque métier est dorénavant représenté aux sociétés compagnoniques. Malgré ces divisions internes naissantes, le compagnonnage et ses différents devoirs constituent grâce à une organisation interne efficace, mutualité, assistance, une force sociale incontournable. L'Église voit alors d'un mauvais œil le succès de ces communautés d'hommes réunis sous la bannière de sociétés initiatiques pratiquant rites et cérémonies parareligieuses. Et le 14 mars 1655, les docteurs de la Sorbonne, qui se font les avocats de l'Église, condamnent des pratiques impies et superstitieuses, des sacrilèges qui se font dans les métiers de cordonnier, tailleur d'habits, chapelier et sellier, pour passer compagnons qu'ils appellent du devoir. C'est donc une résolution qui marque la défiance du pouvoir envers le compagnonnage dit de boutique, car il est vrai que les compagnonnages plus traditionnels du bâtiment sont relativement épargnés. La condamnation par la Sorbonne constitue par ailleurs la première archive historiographique attestant de la pratique de rites dans les sociétés compagnoniques. C'est à partir de cette époque que le personnage de Maître Jacques fait son apparition dans les rites du compagnonnage, dits de boutique, celui des commerçants, qui sont à l'époque des gens qui voyagent et qui pourraient avoir sollicité à travers ce personnage la protection de saint Jacques de Compostelle, saint patron des pèlerins. Curieusement, certains monastères, couvents ou paroisses continuent d'accueillir sous leur toit les compagnons et les autorisent à organiser leurs réunions ainsi que leurs cérémonies de réception. L'Église séculière et l'Église régulière ne s'entendent manifestement pas sur le sort que réserve la Sorbonne aux sociétés compagnoniques, ce qui peut se comprendre. Historiquement, les compagnonnages sont les enfants de cette Église qui leur a transmis connaissances et rites. Dès lors, on comprend que l'Église catholique dirigeante cherche à reprendre de l'influence sur l'opinion. La révocation de l'édit de Nantes, en 1685, s'inscrit dans cette tentative de reconquête. Elle chasse de facto les protestants hors du royaume et força bon nombre de compagnons à quitter la France, d'où le nom de compagnons du devoir étranger. On peut le supposer. Ce sont ces compagnons chassés du royaume qui vont probablement diffuser la culture du compagnonnage hors frontières.
Dans ce contexte, le compagnonnage s'exporte dans des régions où il n'existait pas encore. Dans le grand sud-est de la France, des sociétés compagnonniques non du devoir font leur apparition par opposition aux sociétés dites du saint devoir de Dieu. Par ailleurs, ces dernières qualifieront ces nouveaux compagnons de gavots, terme péjoratif usité autrefois pour définir des montagnards provençaux. Un autre grand personnage de notre histoire va indirectement porter atteinte aux organisations ouvrières. Colbert est un grand réformateur et gère les affaires de l'État pendant une vingtaine d'années. Entre 1660 et 1670, des grèves ont lieu à Paris dans les professions du bâtiment pour donner suite à la politique industrielle de Colbert. Des mesures sont prises, il sera interdit de faire ligue et de constituer des monopoles, de faire aucune dépense par ensemble, il faut comprendre mutualité, de s'assembler et d'aller au cabaret. Le compagnonnage est dans le viseur de ce décret. La police perquisitionne chez les maires et les tribunaux infligent peine de prison et amende. Dans ce contexte, pouvoirs politiques et religieux conjuguent leurs efforts pour interdire ces associations ouvrières dissidentes. Ce qui ne les empêche pas de dominer socialement. Les sociétés compagnonniques imposent dorénavant leurs conditions aux entrepreneurs. Elles sont si puissantes qu'elles sont en mesure de bloquer l'économie de toute une ville. En 1730, le lieutenant-gouverneur de Montpellier rédige une plainte stipulant que les compagnons ont entrepris de se constituer en syndicats. Contre les mauvais patrons, les sociétés compagnonniques pouvaient déclarer l'interdit de boutique, c'est-à-dire la consigne pour ses membres de ne pas s'y faire embaucher. C'est aussi l'époque où les sociétés compagnonniques se disputent le droit de régner sur une ville en organisant des concours de performance. Des chefs-d'œuvre collectifs sont conçus pour affirmer la valeur des sociétés compagnonniques. Ils sont alors présentés lors des expositions professionnelles et promenés dans les rues de la ville lors de la fête patronale. En 1720, les tailleurs de pierre étrangers de Lyon remportent la ville pour 100 ans. Au XVIIe siècle, une nouvelle société initiatique fait son apparition dans le décor, la franc-maçonnerie. Elle officialise ses statuts en Angleterre en 1717 avec les constitutions d'Anderson. Et on sait qu'il y aura des rencontres entre les compagnons et les francs-maçons. Il y a d'abord comme une curiosité des compagnons pour les francs-maçons, dont les cérémonies et les rites sont construits sur des motifs similaires. Et comment se sont-ils croisés? Probablement dans les années qui ont suivi le grand incendie de Londres en 1666. C'est un incendie qui a ravagé totalement la capitale et dont la reconstruction s'est faite les années suivantes. Rappelons-nous qu'à la même période, la révocation de l'édit de Nantes a incité certains compagnons à quitter la France et que la fin de la construction des cathédrales offrait par ailleurs moins de perspectives d'emploi sur le territoire français. Les opportunités de rencontre sont donc propices et on peut parler d'une période d'influence mutuelle. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, le compagnonnage et la franc-maçonnerie restent des communautés distinctes dont le recrutement et les objectifs sont bien différents. La franc-maçonnerie regroupe des individus qui ont socialement réussi et qui se réunissent pour faire force de proposition sur des sujets de société importants, définissant ce qu'on appelle une philosophie spéculative. Le compagnonnage, quant à lui, fait un perpétuel pari sur la jeunesse et s'évertue à transmettre ses acquis et ses valeurs à travers les générations. Elle constitue une philosophie opérative.